Bertrand. Les Mystères du Cachot, une émission sur la réincarnation de Bob Marley. J'en bafouille en plus. Allez, on y va. Ouais. Les Mystères du Cachot, on se retrouve ici au Palais. Salut Cyril, nouveau lieu, nouveau cadre. Bonsoir Eric, ouais, nouveau lieu, nouveau cadre, nouvelles énergies et plein de bons moments qu'on va passer ensemble. J'imagine. Maintenant, les repas ufologiques de Nantes, on réside ici à la cour au chai de la cour. Voilà, et pas à la cour des miracles. Pas à la cour des miracles. Mais il y a des fois, on a l'impression que c'est la cour des miracles. Bon, ce soir, c'est pas un miracle, c'est Mike qui est à côté de moi. Je vais me tourner vers lui tout à l'heure. On va toujours parler finalement d'OVNI. C'est un des sujets phares qui nous préoccupe. Tout à fait, ouais, avec un vaste sujet, puisqu'il s'agit de la vague de 1850 à 1954, donc, où Mike Aldebaran est un spécialiste. Justement, je me tourne vers toi, Mike, parce que Cyril nous fait l'introduction. C'est vrai que dès qu'on parle, on va dire, d'OVNI, d'objets volants non identifiés, on est plutôt avec quelques repères. C'est vrai que Roswell a été finalement le sacre, je dirais, de la presse en tout cas, puisque c'est là où d'un seul coup la médiatisation s'est emballée. On ne cesse aujourd'hui d'avoir des acteurs comme ça qui finalement viennent crever l'écran pour nous parler toujours d'OVNI, mais on se penche que très rarement finalement sur notre passé et sur finalement des observations, des contacts, peut-être même des échanges qui ont pu se faire. Toi, tu t'es spécialisé justement dans ces analyses. Oui, ouais. C'est vrai, du passé aussi, mais par rapport aussi au travail de Jacques Vallée. Oui. Donc Passepartout Magonia, qui a traduit aussi sous le titre justement Chroniques d'apparitions extraterrestres. Exactement, la collection L'Aventure mystérieuse, j'ai lu. Ouais. 1969. Oui. Mais on peut remonter aussi bien à Charles Fort, le livre des damnés, 1919, ou à d'autres livres plus anciens qui évoquaient déjà ce genre de choses. C'est vrai que Charles Fort, un des écrivains américains, ouais. Mais sur l'intermédiarité, c'est quelqu'un qui a toujours pris, je dirais, oui. Le poids de la balance, comme on dit. C'est vrai. Ouais. Et même le Matin des magiciens, finalement, ouais. C'est le réalisme magique en 1960. Powell et Berger, qui évoquent tous ces phénomènes-là. Alors moi, je remonte, c'est vrai, à partir des vagues de 1897, la vague des dirigeables fantômes qui a eu lieu dans le Midwest américain. Donc c'est vrai que c'est une période particulière, parce que c'est le départ du Zeppelin, des premiers dirigeables, sauf que le phénomène agit en mimétisme d'un phénomène réel. Il faut savoir que Jules Verne a écrit Robur le Conquérant en 1886, 10 ans avant, comme s'il avait été visionnaire. Robur qui est un livre vraiment codé de surcroît. Hein. C'est ça, ouais. C'est ça. Alors justement, ces premières observations, parce que c'est vrai que quand on observe aujourd'hui notre actualité, à chaque fois qu'on parle d'OVNI, il y a toujours une forme de mimétisme. Oui. On a vu, tu parlais forcément de ballons, les ballons, il y a toute une technologie, même militaire, hein, qui a perduré et qui dure encore aujourd'hui sur, je dirais, l'art de se mouvoir avec les ballons. Pour autant, on a connu les soucoupes Tollet-Boulon. Ouais. Maintenant, on est plutôt dans des choses plus vaporeuses, vais-je dire. Est-ce qu'on n'aurait pas comme ça un miroir qui serait plutôt le reflet de notre imagination, le reflet finalement d'une interprétation humaine, plus qu'une réalité d'OVNI? Je vous pose la question des fois. En fait, il y a plusieurs phases d'accroche. Par exemple, pour la vague de 1897... Ouais. Parce que sur quoi on s'appuie? Les témoignages, il ne s'agissait pas de petits gris, il s'agissait de pilotes qui avaient l'air de fermiers, de farmers, tout à fait comme nous. Donc ça, c'est une première phase d'accroche, où ils font semblant d'avoir des pannes. Le coup de la panne était déjà en 1897. Ouais. Ils se présentaient, ils demandaient des fois de l'huile de sulfate, ils demandaient de l'eau du puits. Ça rappelle tout à fait des légendes anciennes aussi, ou des cas comme Joe Simonton en 61, Yellow River, où justement il y a ces phénomènes d'échange. Par exemple, on demande de l'eau et en échange, on demande une réparation. Il y a ce genre de choses-là. Et dans les années 50, apparaît ce phénomène d'effet vitrine, c'est-à-dire l'effet de cueillette, où on a l'impression qu'ils sont en train de ramasser des plantes, ils sont en train de... Il y a toute cette phase-là qui dure avec des gros boutons, et on est dans tous les boulons, mais c'est volontaire de la part du phénomène qui est mimétique. Ça, c'est ce qu'explique bien Pierre Biroudi et Eric Zurcher aussi, dans des livres qui ont fait date, en fait, dans les années 70, puisqu'ils mettent en avant ce côté mimétique du phénomène. Alors justement, aujourd'hui, sur toutes tes analyses, elles sont liées... alors,
je dirais au fruit des archives, bien évidemment, mais aussi finalement d'une enquête qui s'est maillée pour s'efforcer de fil en aiguille à trouver, j'allais dire, une réalité, à trouver finalement une histoire qui puisse être tangible. Ouais. Le problème dans ces choses-là, c'est que ces hypothèses-là de travail font vite passer pour du socio-psychologique, et de fait, certains sceptiques, vous êtes éthiciens, pourraient dire dessus, ah mais ça n'existe pas, Bertrand Meust évoque ça justement, ah ben ça n'existe pas, sauf que comment expliquer qu'il y a quand même des traces au sol. Dans les années 50, il y a des traces au sol, il y a beaucoup de phénomènes de cas diurnes. C'est la première phase d'approche. Ensuite, ça devient nocturne, beaucoup plus à partir des années 60. Et les traces au sol, il n'y en a plus. Et maintenant, il devient vaporeux. Comme vous l'expliquez, il devient vaporeux, il devient évanescent, comme la technologie actuelle. Il se réfère à la technologie du moment aussi. Il s'adapte à la technologie du moment. Alors sur ce siècle d'observation, on peut vraiment se baser sur un échange, une logique de contact. On a vu qu'à chaque fois qu'il y avait finalement une matérialisation, on pouvait peut-être penser qu'il y avait aussi avec les gouvernements en place des tractations. Et ce qu'on a